we would like to have a group photo. So when we finish the presentation, we would ask everyone to switch on their videos. We will take one group photo. If anyone is not comfortable with the group photo, just switch off your camera and it will be, you will not be on the picture. Okay. So today's meeting, and I'm so happy to welcome you all. Today is about the reed bed filter treatment plant in Harim, with experiences from the design and the operation. And this is the first case study series in a number of series that we are planning to do as part of the sustainable sanitation and water management, with focus on fecal sludge course that we did in November. And I'll tell you more about it later. Next slide, please. So my name is Johanna, and there's also Martin. We both are here to represent SEWAS today. SEWAS is a Swiss organization working on water, innovation, and entrepreneurship. And we've been in Lebanon since 2016 now. And we work on ecosystem development, entrepreneurship support, financial support, knowledge and training, and integrity management. And Jasmine, if you can click, and I'll go for it. Yes, exactly. So to give you a quick example, ecosystem development is linking different actors in different countries or on topics or across regions. So for example, we are working regionally in the Middle East, in Jordan, Palestine, and Iraq. And we work also across these countries to connect the different actors on water and entrepreneurship. Next. Here's an example of one of our entrepreneurs who we've successfully supported, and he's one of the innovators under 35 in the MENA region. Next. We also provide financial support in the form of startup, connection to investors for solutions in the water and sanitation field. There is knowledge and training tools on, for example, our sustainable sanitation and water management toolbox, and finally on water integrity. Next. So why do we do this work? Basically, as SEWAS Middle East program, we aim to activate the demand for sustainable water and sanitation products and services. We want to promote the fact that there is, let's say, more sustainable services than are commonly used. And we also aim to support the different actors, public, private, on water and sanitation in the Middle East to improve the services that we currently have. This comes in the form of training, providing new ideas, and supporting them. And also we would like to bridge the gap between entrepreneurship and the water sector, because we believe that there are many talented young people in Lebanon and other countries that can actually find solutions and be inspired by solutions like we are here to hear about today, for better services. Next. One tool that I would like to draw your attention to is the sswm.info website, which is a website with very extensive information about all kinds of wastewater treatment and sanitation systems, both from the technological aspect as well as project management, and many other resources, but specifically to sanitation, it's these ones. Next. I hand over to Jasmine. Hello, everyone. My name is Jasmine Al-Qareh. I'm the coordinator of LIWAP. LIWAP is the Lebanese Water Actors Platform. It was initiated in 2017 by PSO. This platform, we aim at sharing the information and experiences among local water actors working in the water and sanitation sector in Lebanon. And we provide support to Lebanese and French actors working in the water and sanitation sector. So our work is revolving around four main objectives: is to collect, analyze, and spread information about the water and sanitation sector in Lebanon, to facilitate multi-actors exchange,
strengthen the capacity of local actors, and support local and international actors in project implementation. So our activities revolve mainly in three main categories. First of all, the workshop and working groups to promote the experience sharing and to strengthen the coordination among the water actors. This is done through coordination meetings and regular technical visits, also coordination meetings between Lebanon and France, a lot of conferences and trainings. We have been doing trainings with CWAS, as Johanna was explaining previously, conferences such as the Mahdi Lawab, where we tackle a particular topic related that was addressed by the actors in Lebanon, and also provide support to local water actors during different phases of their project upon the demand. In the category of sharing information, we do have on our website where you can check the library that has the different legal framework, the national strategy, and as well you can access the database where you can find the different organizations working in the water sector in Lebanon, and as well as the projects and the different documents published by these organizations. So now I hand over to Johanna. Unmute. Okay, so just to tell you that in November we had the 6-day evening online training course, which was really fun. We had 24 participants, and the participants, one of the participants said the training was amazingly interactive for an online workshop. So both of course, the content is important, but nowadays also the format is important. So we were really happy to have you and to see many of you today. And hopefully we'll have many more events like this and continuing this series. Next. So here was a picture of the participants of the training, lots of happy faces. Next. And so the next session is, we're planning to do one session every 2 months with practical expert inputs from on-the-ground fecal sludge management examples. These can be from Lebanon or from other locations, with a focus on the technical, financial, social aspects. So if there is something in specific that you'd like to hear about or that you know of, feel free to let us know. We'll be happy to consider it. Okay. Now, today's event, we're very, very happy to welcome Alain Tidier, the Director of Karaï Development, and Nathalie Keyrouz, Project Manager of the Union of Municipalities of Pshadje. And then we will go to Q&A. Quickly before, a couple of housekeeping items before I hand over to Alain. Next slide, Jasmine. Yes. You're all doing wonderful. Thank you so much. But please stay muted during the PowerPoint and the Q&A unless you would like to address something, a question or a comment. Please write your questions in the chat so that we can see who has questions first and we can go through them one by one. If there's anything unclear in the way we ask the question, or maybe you need more information, I think it's fine for you to jump in. But just so we don't miss anyone, and please start your question or comment with your full name, organization, and position. You can keep your cameras on if you have a good internet so that Alain and Nathalie can see who they're talking to. And I'm gonna start now a new feature. We can't hear you anymore. Johanna, we cannot hear you. Please, everyone currently switch to the English channel.
We can only hear you, only those who have already switched to the English channel can hear you now. In the English Martin, channel, yes. If it's possible to repeat what Yeah, was, okay, we can hear you on the saying. English. Okay. Okay. Johanna, I'm just gonna go back to the French room because there are some people who are not hearing anything, so that we can tell them. Okay. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, Jasmine. Okay, so what was what Johanna was saying is she will be doing the simultaneous interpretation in English. If you open on the Zoom page, you can find at the bottom there's French or English. It's a button which is next to share screen. It's supposed to show. It's called language interpretation. Yes. Jasmine. Yes. So if you click on the English one, you can hear Johanna speaking in English. She will be translating for Alain. And if you remain on the French one, you will be hearing Alain speaking in French. Is it clear for everyone? Yes, it is. Okay. Clear, thank you. Merci. Bonjour à tout le monde et pardonnez-moi d'être à l'origine de tous ces désagréments de langage. Ça fait 25 ans que je travaille au Liban et je ne connais toujours pas l'arabe. Shame on me. Si vous voulez bien, donc je vais commencer rapidement par vous dire ce qui est Corail, vraiment en 30 secondes. Donc, nous sommes une association d'experts qui avons pour finalité de contribuer à améliorer les services de base. Donc, essentiellement sur le secteur de l'eau, de l'assainissement, les déchets. Et nous travaillons au Liban, donc, comme je le disais, depuis 25 ans. Bon, voilà, ça suffira en termes de présentation de Corail. Concernant la présentation d'aujourd'hui, donc effectivement, on est à l'origine du projet de filtre planté de roseaux à Harim. Dont je vais vous présenter rapidement les différentes étapes ainsi que les logiques que l'on a essayé de suivre, les raisonnements qu'on a suivis. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe des filtres plantés de roseaux. Les effluents sont répartis dans des bassins. Chaque bassin est planté de roseaux, comme son nom l'indique. Dont les roseaux ont des racines qui ont deux finalités.
Le premier qui est de concentrer un certain nombre de bactéries qui vont digérer les effluents et la pollution. Et la deuxième finalité est que ces racines, en poussant, éclatent le sol de façon à laisser passer l'oxygène. Voilà. Là, alors, quels sont les intérêts de ce type de station? Elles sont extrêmement simples d'exploitation, puisqu'il suffit en définitive de quelqu'un pour manipuler les vannes régulièrement. Les vannes. Non. Au secours. Bon, c'est qu'importe. Et puis surtout un jardinier pour, voilà, pour entretenir rapidement les pourtours et les roseaux. Alors, ça a plusieurs avantages, ça a aussi quelques inconvénients. Premier avantage, c'est que sa simplicité d'exploitation a pour conséquence un coût d'exploitation extrêmement bas. Le fait que ce soit simplement entretenu par un jardinier fait que c'est pas la peine d'avoir des ingénieurs en électronique. Bon, voilà, c'est ce qui fait que ça coûte beaucoup moins cher. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les résultats en termes d'épuration sont aussi efficaces que les stations traditionnelles. Je vous ai dit qu'il y avait quand même des inconvénients. L'inconvénient principal est l'emprise au sol. On the surface needed. OK. Une station traditionnelle occupe à peu près 1 mètre carré par équivalent habitant. Pour un filtre planté de roseaux, il faut plutôt compter 4 mètres carrés par équivalent habitant. Et donc on comprend qu'à partir de là, le problème du coût de l'achat du terrain devient quelque chose de prépondérant. Alors, bien sûr, ça dépend hein, du coût au mètre carré, mais globalement, on estime que a priori, de l'ordre de jusqu'à 2000-2500 équivalents habitants, il est plus rentable de faire un filtre planté de roseaux. Au-dessus, c'est plus possible. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter rapidement à la fois l'historique et la logique qu'on a essayé de suivre, les raisonnements. Première chose, quelle était la demande? D'où venait la demande? Elle venait de 2 institutions différentes. La première était l'établissement des eaux du Liban Nord, qui était en coopération décentralisée avec le Grand Lyon. Et sur la thématique de l'assainissement, justement. Et le président de l'établissement de l'époque, M. Jamal Krayem, voilà, a souhaité que l'on mette en application les recommandations du Grand Lyon. Donc ça, c'est la première demande. La deuxième demande venait de la Fédération des municipalités de Pcharé. Comme certains d'entre vous le savent, une partie du territoire de cette fédération est labellisée par l'UNESCO.
Et il s'avère que l'UNESCO avait émis des réserves sur cette labellisation quelques années après. Ils émettaient des réserves parce que, notamment, l'environnement n'était pas protégé, et notamment du fait de l'absence d'assainissement. Absolument. Voilà, donc deux demandes complémentaires, l'une de l'établissement, l'autre de la fédération, qui ont décidé de travailler ensemble pour apporter une solution. Cela étant, quand on a été sollicité sur ce sujet, on avait quand même un petit peu d'expérience du Liban. Et on s'était aperçu qu'il y avait un certain nombre de projets d'assainissement qui étaient bloqués en définitive, qui prenaient beaucoup de temps et qui étaient bloqués, notamment parce qu'il y avait des difficultés à mettre en accord les municipalités et le gouvernement. Donc, en fait, on s'est aperçu que la première difficulté, ce n'était pas une difficulté technique ni une difficulté financière, mais c'était une difficulté méthodologique. Quelle méthode utiliser pour faire en sorte que les différentes institutions s'entendent et se mettent d'accord? Et ça nous a semblé être la première étape à franchir. En fait, 4 institutions étaient concernées. La Fédération et l'Établissement des eaux du Liban Nord, bien sûr, et la Fédération des municipalités, mais également le ministère de tutelle de l'établissement, c'est-à-dire le ministère de l'Énergie et de l'eau, et bien entendu le CDR. Voilà. Donc, la première finalité, le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est de réunir ces 4 institutions autour de la table et de les amener à se mettre d'accord sur la nécessité prioritaire de développer l'assainissement sur le Casa de Psharé. Donc, on a mis 2 ans pour réunir tout le monde et obtenir cet accord unanime. Il y avait une deuxième difficulté à vaincre, qui était la difficulté des présupposés des populations. Les populations donc, avaient des restrictions, des réserves également, chacun souhaitant que la station ne soit pas sur son terrain, chacun craignant les nuisances. Donc, en fait, pendant les 2 premières années, ce que l'on a fait, c'est que l'on a à la fois organisé des concertations entre les 4 institutions, et des réunions d'information et de sensibilisation des populations. Dès lors que les 4 institutions ont émis leur accord unanime sur la nécessité de développer l'assainissement à Psharé, on est passé à la deuxième étape. La deuxième étape était en fait de réaliser un schéma directeur de l'assainissement sur l'ensemble du Casa,
et d'utiliser les recommandations du Grand Lyon à l'établissement voilà, pour structurer ce schéma directeur. Et notamment, parmi les recommandations que faisait le Grand Lyon, il y avait l'adaptation des filtres plantés de roseaux au contexte rural et montagneux de Psarré. Pendant qu'on montait cette opération, on a présenté les objectifs, notamment au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Et le ministère nous a émis des réserves en disant qu'il doutait qu'une telle technologie puisse être véritablement efficace. Ils m'ont même parlé d'une technologie de pays sous-développés. Comprenant également ces réserves, on s'est dit qu'il était la seule manière de convaincre tout le monde, c'était de faire une démonstration. À partir de là, Corail, on a réuni les bureaux d'études français et libanais capables de travailler sur ce schéma directeur. Sachant que Corail conservait la coordination générale de l'opération. Pourquoi nous voulions conserver cette coordination? Parce qu'on voulait imposer 3 choses. La première chose que l'on voulait imposer, c'était le fait que les bureaux d'études mettent en application les recommandations du Grand Lyon. La deuxième chose que l'on souhaitait, c'était que les bureaux d'études fonctionnent justement en partenariat avec des acteurs libanais. Et la troisième chose, et c'est la plus importante, c'est qu'on ne voulait pas que les bureaux d'études travaillent comme on travaille en France, c'est-à-dire on leur confie une mission, ils exécutent la mission, ils rendent le résultat 6 mois plus tard. Ce que l'on voulait, c'est que ce ne soit pas le projet des bureaux d'études, mais le projet des institutions. Donc, ce que l'on a demandé, c'est que les bureaux d'études travaillent en 3-4 étapes successives. À l'issue de chaque étape, on réunissait un comité de pilotage avec les 4 institutions. On présentait les résultats de l'étape précédente et les options possibles. Et à chaque option, on présentait les avantages et les inconvénients. Et devant cette présentation, c'était les institutions libanaises qui décidaient de l'option qu'ils voulaient pour la suite. Ça veut dire qu'à l'issue de chaque étape, il y avait une concertation, une discussion, une négociation entre les uns et les autres. Et on ne passait pas à l'étape suivante tant qu'on n'avait pas une décision unanime des 4 institutions. Pourquoi est-ce qu'on a imposé ça? Parce qu'à la fin, ça n'était plus un projet des bureaux d'études, mais c'était un projet des institutions.
Et ça a eu pour conséquence que, alors je ne me souviens plus la date, mais vers juillet 2009, quand on a présenté le schéma final, les 4 institutions ont signé immédiatement leur accord pour la mise en œuvre de ce schéma. Non seulement ils ont signé le jour même, mais en plus, le CDR a instantanément mis à disposition 7,5 millions de dollars pour réaliser une première... Pour 7,5 millions de dollars. Pour réaliser une première tranche de ce schéma directeur. Je reviens un peu en arrière. Dans le cadre de cette étude, non seulement on voulait faire un schéma directeur, mais je voulais aussi un avant-projet détaillé de la plus petite station qu'on avait prévue. Une autre chose que l'on a imposée, c'était que les bureaux d'études identifient la plus petite station préconisée. Et ne se contentent pas d'un avant-projet sommaire, mais d'un avant-projet détaillé. Non seulement détaillé, mais en plus chiffré. C'est-à-dire, on voulait avoir le coût. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, ce que je voulais, c'était demander à l'AFD, à l'Agence française de développement, de me financer le pilote de démonstration. C'est ce que l'on a fait. Donc, le schéma directeur, comme je vous l'ai dit, a été réceptionné par les institutions en juillet 2009. Et l'AFD a donné son accord pour financer le pilote de Harim en 2011. À partir de là, on a aussi une deuxième exigence qui a un petit peu heurté tout le monde. On souhaitait pouvoir intervenir dans la sélection du bureau d'études. Parce que l'on voulait être certain que le bureau d'études qui assurerait la maîtrise d'œuvre du filtre planté de roseaux avait véritablement l'expérience et avait véritablement déjà réalisé un certain nombre de filtres plantés de roseaux. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette exigence? Parce que c'était un pilote, justement, de démonstration. Ce qui voulait dire que de deux choses l'une, où on réussissait ce pilote et on était sûr que la technologie serait acceptée et développée, en revanche, si par manque d'expérience, on arrivait à la conclusion que le pilote ne fonctionnait pas, à ce moment-là, cette technologie aurait été rejetée au Liban. Or, nous étions absolument certains que c'était la réponse à la problématique de l'assainissement en milieu rural. D'où l'importance de réussir le pilote et d'où l'importance de choisir une maîtrise d'œuvre expérimentée. En parallèle de la mise en œuvre du pilote, on a continué à travailler sur la mobilisation des populations. C'est-à-dire qu'avec Jamal Krayem et le président de la fédération de Psharé,
on a organisé régulièrement des réunions d'information, de sensibilisation avec les populations, à peu près une tous les trimestres. Dans chaque réunion, on expliquait ce qu'on allait faire, on expliquait les étapes suivantes. Et on écoutait les questions, les réserves, les avis émis par les populations. On en faisait une synthèse et on présentait cette synthèse au comité de pilotage pour que les avis des populations soient pris en compte dans la décision du comité de pilotage. Alors, je ne vous dis pas que c'était une voie royale et que tout s'est bien passé. Il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Mais l'un dans l'autre, le filtre de Harim est fonctionnel depuis 2013. Et apparemment, mais Nathalie en parlera mieux que moi, fonctionne très bien. La dernière chose, avant de rendre la parole, c'est que l'AFD m'avait dit que si la démonstration du filtre de Harim était positive et probante, à ce moment-là, il s'engageait à financer l'ensemble du schéma directeur. Et donc, je crois que c'est en 2018 ou 2019, un accord a été signé entre le gouvernement libanais et l'AFD. Voilà, pour un prêt de 37 millions d'euros, de façon à financer l'ensemble du schéma directeur avec 22 stations et tous les réseaux. Et sur les 22 stations, de mémoire, je ne suis pas certain du chiffre à un près, mais je crois qu'il y a 14 filtres plantés de roseaux. En parallèle de ça, on a fait un calcul de coût d'exploitation. Et on s'est aperçu que du fait de la multiplication de ces filtres plantés de roseaux et de leur simplicité, les coûts d'exploitation étaient divisés par 3, voire par 4 par rapport à des stations traditionnelles. Je voudrais finir par donner des chiffres que je vais vous donner de mémoire parce qu'une fois encore, ça date de 2009 ou 10. Le coût du foncier était de l'ordre de 100 000 $. Le coût du terrain était donc de l'ordre de 100 000 $. Non, 100 000. Thousand. Voilà. Le coût de la maîtrise d'œuvre était de l'ordre de 50 000 $. Et le coût de réalisation complet avec les équipements était de l'ordre de 450 000 $. La station dessert à peu près 350 équivalents habitants.
350 habitants. Voilà. Donc, ce que l'on peut considérer, hein, c'est que les coûts sont relativement élevés en investissement. Il faut quand même garder en mémoire que c'était un pilote, c'était une première fois. Et nous avons vraiment lourdement insisté pour qu'on ne lésine pas sur les budgets, parce qu'une fois encore, c'était une démonstration. Cela étant, je pense qu'on peut en tirer quand même une conclusion. C'est que, en termes d'investissement, le coût d'un filtre planté de roseaux n'est pas forcément moins cher qu'une station traditionnelle. En revanche, là où c'est extrêmement intéressant, c'est sur les coûts d'exploitation qui sont beaucoup moins chers. Et la simplicité d'exploitation fait que l'on peut trouver et on peut mettre en place des protocoles d'accord entre l'établissement qui reste propriétaire de la station l'établissement conserve bien sûr la propriété selon la loi. Mais elle peut déléguer l'exploitation à la municipalité, une fois encore, parce que cette exploitation est très simple. Voilà pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté. J'ai peur que Nathalie ait des problèmes de réseau. Non, je suis là, Alain. Alors, Allô, allô, vous m'entendez ou pas? Oui. Bon, alors, super. Oui, oui, on vous attend, on vous entend. Do you want us to start answering the questions, or from where do you want us to start? I believe Nathalie is on the other channel, the French. Yes, Joanna, you have to switch to the normal, not the interpretation one. Now, okay. Are we all in Yes. one channel? Natalie, can you Yes. hear us? I hope, yes, now I can hear you. Okay, We're wonderful. all the same channel. Do you have any comments on that you would like to add to the presentation from the perspective of the municipalities? In fact, I want to continue what Alain was saying and to say that until now it's still working very good, and we are very satisfied from the results of treatment. And even during snow time, during winter, when we have snow, it's also working as it should, as if it was in summer.
I That's think what that Alain cannot hear us. I'm not sure. No, I think you can. Alain, can you hear us? Oui, oui, je vous entends. D'accord. OK. Et il y avait une question? Non, c'était je continuais sur le fait que ça fonctionnait comme il le faut. Point. No, but there are lots of questions. Exactly, in the chat. Martin, would you like to start moderating the questions? Yeah, thanks so much. If there's no further input, then I'm happy to facilitate the Q&A session. I was just also trying to translate some of the French comments that we received in the chat. I can help with that one. Was from Jean-Claude. He has 3 technical questions. The first one, are you using any special type of reeds, or do any reeds work? The second one. I'll send you the name of the reeds that we are using. It's not really, it's what we used was Phragmites australis, but we can use any reed that is empty from the inside. Okay, good. Thanks, Natalie. Then the second question of Alain was, is there no need of screening or decreasing wastewater upstreams of the reed beds? In fact, we need the screening at the beginning of the station. So it's not, because we can have any solids, anything that could not that is not suitable for the reeds. So it must be stopped at the entrance. Thanks. And the third question of Jean-Claude was, how did you solve the issue of the slopes of the natural terrain? I'm not quite sure. Maybe he can explain and give more details to this question, what this is all about. I think I understood what he means, what he meant. In fact, we had, in 2 places, we had to put pumping stations. Okay, so lifting station to transport the wastewater to the treatment plant. Okay. Si vous permettez, Martine, si tu veux bien que j'intervienne sur 2 raisons. Yes, go ahead, Alain. I will keep translating just like this after you're speaking. La première chose, c'est que initialement, il n'y avait pas besoin de moindre poste de relèvement. At the beginning, there was no need for pumping. Cela étant, il y a un des habitants dont le jardin devait être traversé par les conduites et qui, au dernier moment, a refusé que les conduites traversent son jardin. However, there was one inhabitant that in the last moment refused to have the networks passing through his land. Et de mon point de vue, c'est parce qu'on avait arrêté les discussions et les entretiens avec les populations que cette opposition s'est faite. This might have been because we, towards the end of the implementation, we were not conducting the participatory meetings with the population as regularly. Ça met en évidence l'importance au cours de ce genre de projet de mobiliser et d'informer et de se concerter avec les populations. This highlights the importance of regularly conducting consultations with the population. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai bien entendu les questions concernant notamment la nature des filtres plantés de roseaux, enfin la nature des roseaux. Your question, the type of reeds. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante et qu'il faut garder en tête, c'est la nature des granulats et la nature des sables dans lesquels on va planter les roseaux. However, what's really important to keep in mind is the type of granulate and the type of sand that we will be planting these reeds in. On ne peut pas utiliser n'importe quel granulat, notamment en montagne, et parce qu'il faut qu'il y ait des granulats, ce qu'on appelle gélifs, c'est-à-dire qui supportent sans se dégrader les basses températures. So especially for a mountainous area, it's important to use a special granulate as an example, one that will resist the low temperatures and weather conditions. La troisième chose que je voulais dire, c'est que initialement dans le projet, on avait prévu que les eaux traitées
qui ressortaient de la station soient réutilisés pour irriguer les pommiers. Originally, it was planned that the treated wastewater would be used to irrigate the apple trees. Mais au dernier moment, le CDR s'y est opposé, But the CDR in the last moment opposed this decision, disant que ça ne répondait pas aux normes internationales. saying that this doesn't respond to the international standards. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. That's unfortunate, but that's how it is. Je me tais. Okay, thanks so much. There was one question concerning the removal efficiency. And another question that is very closely linked to this is a statement that it works rather well for nitrogen removal and phosphorus removal and removing or reducing particulate matter. But the question was how, or have you had problems with chlorinated solvents, hydrocarbons, and other pollutants which are not or poorly immobilized by the filters? Alors, une autre limite des filtres plantés de roseaux, c'est le fait que ça rabat les pollutions domestiques, mais pas les pollutions industrielles. On ne t'entend pas, Johanna. One disadvantage of the reed bed filter treatment is that it does address domestic pollution, but not industrial. C'est-à-dire qu'en définitive, le filtre n'est pas fait pour éliminer les métaux lourds ou les autres polluants de ce type. So indeed, the treatment is not adequate to remove heavy metals or other pollutants. Ce qui veut donc dire que c'est vraiment une technologie adaptée aux zones rurales où il n'y a pas trop d'industrie polluante. So indeed, it's a solution for rural areas where there's not much industrial pollution. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Martine. Thanks a lot for addressing this question. There was another question which already was partly covered by Alain, is whether this type of wastewater management system also works in winter times, if there is snow, and also during heavy rainfalls. Nathalie, c'est à toi. Yes, in fact, as I said before, it works very good during snow. What matters is that we cut the reeds before winter time, and we keep them under snow. The reeds will work same as if it was in summer. Okay, thanks, Natalie. Someone wants to get more information about how many people it actually serves. I think there was a misunderstanding or confusion whether it serves 350 or 350,000 people. No, it's 350. 350. Okay. Yeah. In fact, a small Alain, pilot plant, though. So not only this, but as Alain said before, because it needs a lot of land surface. We use it for where we have like 2,000 inhabitants, not more. Okay, thanks. There were another questions concerning whether the costs mentioned before also include the costs for the sewer network, and what are the costs, the forecast or real for the network serving those 350 people equivalent? Les coûts que j'ai donnés incluent le coût de réalisation des réseaux, effectivement, et de réalisation de la station de relèvement. If I can add something, usually networks costs are not included in any project. So not network, I mean the small networks, you know, because you do the sewer networks. House connections. It's included, yeah. House connections, I mean. We still have the house connections. So for our pilot plant, what we did with Koray is that to encourage the people to accept the sewer plant is that we, with the Koray,
we could have the house connections also funded by the project. It was not on the inhabitants' costs. Okay. So it was like a gift to enhance them to accept the plan. Thanks so much for clarification. You mentioned before that once a year the reeds have to be cut, and there was a follow-up question to this, whether the cut reeds are used in any composting process. In fact, I'll answer the first part, and I'll ask Alain to answer the second part, because usually we cut it 2 or 3 times per year. It depends on the development of the reeds. And the reeds, when we cut the reeds, the future plan is to use it in the compost. So now I'll let Alain finish the answer. Alors, je suis désolé, je n'ai pas compris la première question. Can you repeat the first question? Français. I can repeat it in French. Alain, la question c'était, comme on coupe les roseaux, c'était 1 ou 2 fois ou plusieurs fois par année, est-ce qu'on utilise après les roseaux dans le compostage? Et donc là, je me suis arrêtée pour te donner la suite de la réponse. Je pense que tu as répondu a priori, donc effectivement, c'est faisable s'il y avait une filière de compostage, ce qui à ce jour n'existe pas sur Pcharé. Voilà, on a travaillé également sur la problématique de retraitement des déchets du Casa de Pcharé, mais le projet s'était là s'arrêter faute de financement. So this would have been solved if there had been a composting facility, or if there would have been a plan for further composting of the waste. However, this was discussed but not considered due to financing issues. Okay, thanks. If I can add something, please, is that we worked on a project to solve solid waste in Pcharé Casa. And in the solid waste unit that we did the studies, we had a composting unit, and this project has been stopped due to lack of financial resources. Okay, thanks so much. There was one question from our participants. What obstacles did you face while raising public awareness for this type of wastewater treatment plant? Alain, quels étaient les obstacles que vous avez rencontrés pendant l'engagement de la population? Vis-à-vis des populations, pardon. Oui. Ou vis-à-vis des institutions? Population, Alain. Vis-à-vis des populations. C'était souvent des réserves qui étaient liées, par exemple, aux nuisances potentielles de la station. It was mainly concerns relating to the potential harm of the station. Et donc, la solution qu'on a trouvée, c'est d'emmener une délégation des maires en France pour leur faire visiter plusieurs filtres plantés de roseaux. So the solution was to have them have a visit of mayors from municipalities in France that had implemented such reed bed filter treatment. Voilà, et leur faire constater que les nuisances, que les nuisances dont ils avaient peur n'avaient pas lieu d'être. And for them to demonstrate or to state that there has been no problems with this. Mm-hmm. Thanks. There is another question concerning blended finance strategies and whether they have been considered throughout the project financial planning. Do we know what is meant with blended finance in this? So to have population and public money, or donor money, or private? The initial statement or request was by Mohamed Smaili. Maybe he can give more information on this. Mohamed, are you still here? Yeah. Specify your question. What kind of blended finance were you asking about? So as a matter of business models and the profits,
was there international look and how would this system be sustainable? How to fund it? Maybe Nathalie? Yes. In fact, we had a, you know, how can we say it in English? It was a donation. Yeah, through a grant. Yes, it was a grant for this plan. And due to this grant and the success of this plan, as Alain said before, we had the big sum of money of 38 million euros to do the whole project of wastewater treatment for the whole Casa of Sharif for 22 villages. But Nathalie, this is grant. Yes. This is not yet implemented, right? Or no. The other, in fact, we start implementation with the first part for the village of Sharif, and we are still preparing for the other 21 villages. Okay, and do you know, is the money confirmed that it will come? Confirmed. Yes, okay. The money is already here, so it's confirmed. Now we are working on more small details, you know, on the Lebanese government, etc. But the money is here. And I think Mohammed Ismaili's question was for the sustainability of the operation that you have to do with the municipality. I wanted to talk about this point because, for example, for the reed bed, what you are doing now is same as Alain explained before, is that we have a farmer, if I can say it between brackets, who works to the municipality of Sharif and is paid through the municipality of Sharif to do the work, the daily work in the reed bed. For the other treatment plants, it will be more complicated because here we will need more specific, experts, not only farmers. So we will need more money. And here we were discussing, and we are still discussing with the water establishment of North Lebanon on how to do it. Will the establishment delegate to the municipalities federation to do the work, and they'll pay for the municipality federation, or how? The details are not clear yet. We have more than one option, and we are still discussing which option we will take for the other the sewage plant. Si je peux me permettre de compléter les propos de Nathalie, je voudrais me référer à ce qui se passe en France, non pas que ce soit un exemple, enfin bon, en tout cas non pas le seul exemple, mais enfin bon, c'en est un parmi d'autres. Globalement en France. Examples from how we do it in France, which can give an insight of how things are done globally. En France, si vous voulez, quand les ménages payent leur facture d'eau, grosso modo, un quart du montant de la facture est destiné à payer l'exploitation des équipements d'assainissement. So when the population and the customer pays his water supply bill, so water bill, around 1/4 of it goes to financing investments on wastewater treatment. En conséquence de quoi, je crois que avant tout, une grosse partie des problèmes de développement de l'assainissement au Liban sera résolue quand non seulement la redevance assainissement sera prévue par le gouvernement, mais surtout quand... Pardon, vas-y. A large part of the problems of both water and sanitation in Lebanon might be resolved when the government and the public institutions manage to resolve the issue of fee payment for water supply. À la fois en montant suffisant, mais également avec un taux de recouvrement suffisant. Not only at a sufficient price, but also a sufficient recovery cost. L'établissement, que ce soit qu'il réalise lui-même l'exploitation des stations ou qu'il le délègue aux municipalités, l'établissement a besoin de fonds pour le faire. Never mind whether the water establishment themselves will operate this plant or will delegate it to the municipality. The water establishment ultimately needs resources to conduct this.
Voilà. Et une fois que les montants seront entre les mains de l'établissement, à ce moment-là, il pourra se permettre de négocier avec les municipalités leur intervention sur l'exploitation. And once the water establishment has the necessary resources, it can then negotiate with the municipalities what kind of operation is chosen. Okay, thanks so much for this detailed clarification and addressing the question. There was one set of questions concerning whether the reeds are local or not, and what other types of plants can be used alternatively. We had this. Okay, we had the Sorry. In fact, we can find those reeds here in Lebanon. Okay, and for the reeds, as soon as you plant one, you can have infinities. Had there been any problems or issues with smells or mosquitoes in the perimeter of the wastewater treatment plant? Was another question. In fact, what we wanted to do is that as soon as at the opening day, we did the cocktail next to the plant. So to show everyone that there is no smell, no mosquitoes, and in fact we solved the problem of mosquitoes and smells, because the location where we put the reed beds, it was where all the wastewater was going with no treatment. So no one could plant his land, no one could live next to it due to the smell and to the mosquitoes. But after doing the plant, those mosquitoes and smells, it was like zero. Even when you are in the plant, you can smell nothing. Okay, great. That's good news. Another question, if the treated effluent is not reused in the irrigation of apple trees, what is the fate of the effluent of the wastewater treatment plant? What is what, sorry? So if the effluent is not reused in irrigation right now, yes. What is it used for? Is it or is it disposed of safely? It's exactly. It goes back to the river safely. Okay, good. Thanks. Another question concerns user paying or beneficiaries paying for the service, if they pay any fees, and if so, if this had been considered in the participatory needs assessment with the stakeholders. Until now, as Alain was explaining, there is nothing called sewage fees. Mm-hmm. But if you can look to your water bill, you will see you have like 15,000. It's written sewage fees, even if you don't have sewage plants. But all this is still discussed. Nor the government, neither municipalities nor water establishments could give clear answers for this. And we have some representatives of the water establishments here if they want to intervene. But obviously this is a question that relates to a larger problem. Exactly. Fee collection. Exactly, because for the water establishment to collect fees for wastewater plants, it's very good for them, because when they have collection of fees, they can at least do the works at the wastewater plant. So they can have experts. They can send people to check up if it's working or not. Until now, they must do the inspections, and they don't have any money for this. And this is more a question to be asked for the government. Is there any one of our participants who wants to respond to this? Since I learned that we have people from the establishments attending this evening event. Yes, good evening. Bonsoir. Le problème de tarif de l'assainissement est un problème au niveau national. On est en train de réfléchir comment trouver une solution avec son Excellence le ministre. Dernièrement, il y a beaucoup de réunions qui se font au ministère, mais vraiment, c'est un grand problème, comme Madame Nathalie vient de le mentionner. Mais
nous, à l'établissement des eaux de la BK, nous sommes en train de collecter mais des montants très minimes, hein, qui ne suffisent pas même à 5% du coût de l'opération, de l'exploitation des stations d'assainissement. So just to translate quickly, this is engineer from the Bekaa Water Establishment was saying that this is indeed a national problem, the wastewater fees, that the water establishments are in collaboration with the ministries to try to find solutions and are discussing very actively on this. The collection rate, for example, in the Bekaa, this is different for the different water establishments, but in the Bekaa, the collection rate is very low, and the amounts that are collected can cover up to just 5% of the operational cost of wastewater treatment plants. Okay. Thanks a lot for the detailed answer and the translation, Johanna. There's another question. If the concerns of the population were taken into consideration by the institutions and the project. I think Alain addressed this to a certain extent in his presentation, but maybe more clarification is needed. Maybe Iman, can you specify your question? I think it relates to the fact that Alain was saying that they were taking the feedback from the population and presenting it to the public institutions. Now the question is, how did the public institutions respond to this? Alors, en définitive, ce dont on s'est aperçu, enfin on s'est aperçu de plusieurs choses. La première chose dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les populations étaient avides d'explications et qu'à partir du moment où vous donniez des explications, les réserves se levaient les unes après les autres. En définitive, les populations, contrairement à ce que craignaient la fédération et l'établissement au début, les populations étaient extrêmement contentes qu'on les inclue, qu'on leur pose des questions et surtout qu'on réponde à leurs questions. Et en définitive, leurs réserves étaient essentiellement liées à leur méconnaissance. Et à partir du moment où on apportait des explications et on répondait à leurs questions, les réserves se levaient les unes après les autres. So actually, what they realized during the project implementation is that the population is hungry for explanation and information, and that once this explanation and information and also willingness to listen was given, this opportunity to them, the obstacles and concerns just went up into air or were lifted one after the other. Et une autre manière de... Alors, il restait néanmoins des réserves ou des craintes, une fois encore, sur les nuisances. Donc, quand on leur a dit, bah, écoutez, on ne vous demande pas de nous croire sur parole, donc puisque vous avez des réserves, on va emmener les élus en France et c'est eux qui répondront à vos questions. Et il y avait plus d'opposition, il n'y avait plus de réserve. So, so since there were still concerns about the potential harm and smells, etc., and they found the solution of bringing the representatives to France to observe this for themselves. And when they came back, there were no further reservations to this. It's mostly due to a lack of understanding that these concerns are there. Une autre des réserves, mais qu'on rencontre à peu près partout dans le monde, c'était chaque municipalité voulait traiter ses propres effluents et ne voulait pas recevoir les effluents d'autres municipalités. Another thing we're dealing with is that every municipality needs or wants to treat the sewage themselves, and no municipality is willing to receive the sewage from another municipality. Mais il s'est avéré qu'en fait, ce sont les maires qui se sont fait les porteurs de cette réserve. But it was the mayors that were mainly leading this concern. Après avoir entendu les réserves des populations, les maires ont pris en compte cette demande des populations. Ça, c'est une première chose. Took into consideration this concern of the population. Et la deuxième chose, c'est que ça tombait bien parce que c'était exactement ce que nous, on voulait.
And it was convenient because it was exactly what we were aiming at anyways. Pourquoi est-ce qu'on voulait ça? Tout simplement parce que la stratégie qu'on voulait développer part du principe que ce qui coûte cher dans un équipement d'assainissement, ce n'est pas la station, ce sont les réseaux. And this was actually convenient for us because what we were aiming at was to have many smaller stations in order to reduce the cost of the network, not so much the station. The cost of the station is not as high, but the cost of the networks are high. Voilà, donc plus vous rapprochez les stations des municipalités, moins les réseaux sont longs et moins ils coûtent cher. The closer the station is to the municipality, the lower the cost. Et j'insiste, moins il coûte cher en investissement, mais moins il coûte cher aussi en entretien et en maintenance. Not only for its construction, but also for operation and maintenance. Voilà, d'où la conclusion et les discussions qu'il y a eu notamment entre le ministère, le CDR et la fédération, où tout le monde a fini par tomber d'accord sur le fait de faire une station par village. Et c'est pour ça qu'il y a 24 stations qui sont dans le schéma directeur. And this is what was included in the master plan, to have one station per village. That's why there were so many stations planned. Vous comprenez que du fait du coût du terrain, en définitive, on avait intérêt à diminuer les capacités des stations d'épuration de façon à multiplier le réseau. Due to the high cost of the land, our objective was to limit the size of the stations and have, increase the efficiency. Et ce raisonnement a convaincu à la fois le ministère, l'établissement et le CDR. And this convinced all of the stakeholders, the ministry, the municipality, and the CDR. Further questions, Martin? Do we have, we don't have so much more time. How many questions do we have left? I have one more question here concerning the comparison of the inlet and the effluent COD or BOD. And then was another request from Gabi Milan. She would like to address her question directly online. So maybe first a short answer to the technical question about the treatment efficiency input versus effluent BOD or COD, if this information is available. And then I also suggest that we slowly take a group picture because people need to move. Okay. In fact, COD, BOD. Natalie, in go fact, ahead. I'll answer for the part in which I can give the answer for the BOD. We used to do analysis for the wastewater entering to the plant and at the entrance and at the exit. And in fact, we have 90% of treatment for the BOD. For the COD, I can't give the answer. I'm sorry. Okay, thanks so much. Alain, you're muted. Oui, pardon. Je disais, non, je suis désolé, je n'ai pas la compétence pour répondre à cette question. Ce n'est pas mon domaine. Excusez-moi. So we don't know COD. Thank you, Nathalie, for BOD. Okay, Gabi, go ahead to ask your question. Bonsoir à tous. Je veux poser ma question à Monsieur Alain Tellière directement. Monsieur Alain, je ne suis pas d'accord que les résultats qu'on peut obtenir avec une station de lit implantée à Roseau, ce sont les mêmes que les résultats qu'on peut obtenir d'une station conventionnelle, surtout à aération prolongée. Du point de vue du niveau D4, qui parle de la DCO et du niveau de DVO, je suis d'accord que les deux ont au même niveau D4. Mais concernant l'élimination du azote total, les lits plantés de roseau n'arrivent pas à éliminer le nitrate total. Il arrive à éliminer l'azote de gel d'al jusqu'à moins de 10 mg par litre. Donc, tout ce qu'ils font, c'est de convertir les ammoniums en nitrite et en nitrate. Okay. Thank you, Gabi. We understood the question. Le niveau d'abaissement, c'est on
en nitrogène total, c'est de 70% qui vient de l'assimilation des bactéries. Et concernant les phosphores, ils ont une faible élimination du niveau de phosphore. Donc, ce sont deux choses à ne pas comparer, les lits plantés de roseaux et les stations conventionnelles. Merci Gabi. Je vais juste vite fait traduire un résumé de la question. I'll just quickly translate. So the question is mainly about efficiency of the reed bed treatment versus normal treatment in terms of the different COD, BOD. It might be comparable, but in terms of nitrogen reduction, it is not, according to Mr. Gabi. Go ahead, Alain. Gabi a l'air beaucoup trop compétent pour que je sois capable de répondre. Donc, je suis vraiment désolé, Gabi, de ne pas être en mesure de répondre à votre question. Okay. Je sais simplement, si vous voulez, que les stations d'épuration par filtre planté de roseaux ont généré une multitude d'études qui laissent entendre que globalement, en milieu rural, l'efficacité générale de la station est équivalente à celle d'une station traditionnelle. Voilà. Mais, je ne me battrai pas avec Gabi sur le sujet. Une fois encore, je n'ai pas la compétence. Alain was saying he doesn't have the details and further information on this thing, that there are numerous studies that point at the fact that in rural areas, these reed bed treatment filter plants, reed bed filter treatment plants are as effective as other treatments as well. I think we have to look at this also in the context of Lebanon and the situation that we're currently in. Any treatment is better than no treatment, I think. So I fully agree that, of course. Yes, go ahead, Nathalie. If I can add something, please. In fact, we must, from what we live until now, if you want the reed beds, where we can do reed beds, we must do it as soon as we can, because it's, as you were saying, Joanna, it's really a solution for a very big problem that is everywhere and in every house and in every village. I saw one question: is it could we do it at the Bekaa? We can do it anywhere. It's feasible anywhere. We just have, and what is very good in this type of treatment is that we need a farmer after this, really a farmer. So you don't have to have engineers. You don't have to pay very high salaries, etc. So where you think you could do it, go ahead and do it. Here in Psharre, we have one village where we wanted to do conventional treatment. And when they saw the reed beds of this small street in Psharre, how it works, how it was easy to maintain after it was done, they asked us, they said, we as a municipality, we are ready to give you the needed surface of land. They are 3,000 equivalent inhabitants in this village. And the municipality said, we will do reed beds, even if we have to give you a very big land. So this is really a solution, and an easy solution, if I can say easy. So where you think you can do it, go ahead and do it. Yeah, I think, and thank you, Nathalie, and also point taken from Gabi, of course, that it has to be assessed, I think, whether it's the appropriate place, whether all the conditions can be given, etc. But what we're trying to do with these sessions here is to provide a different perspective from the perspective of just looking at the traditional centralized wastewater treatment, because it is not always the easiest, most efficient, and feasible solution. And looking at other solutions and getting inspiration from these examples, I think, is useful. Unless we have any other pressing questions. There are 2 more questions. 2 more questions. Okay, let's take those 2, and then I think we will close for today. So the one is more concerning whether
alternative plants than reeds can be used, and whether the ponds can be stocked and used for growing fish or frogs. And the other question is more concerning whether there had been any issues concerning the clogging of the distribution pipes. Those are the remaining questions. And I hope that I didn't overlook any other questions. I can answer for the clogging of pipes. Until now, we didn't have this problem. Okay, thanks. For the other On part, the I'm frogs? not an expert. I'm not an expert, so I'm sorry. I don't know if Alain can give any answer. Alain, on a de l'expérience avec de grenouilles? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Non, non, j'ai pas aucune expérience ni aucun retour d'expérience sur le sujet. Okay, we don't know. Something to be looked into. Okay, thanks everyone for putting these very interesting and challenging questions to the chat, and also to Alain and Nathalie for answering them, and also to everyone else who contributed in answering the questions in the chat. So I think there was Thomas giving a lot of information also. So thanks to everyone for giving your inputs. Thank you also for the other interesting comments. Mayor of Muhtara and the Shuf saying about other examples, etc. So thank you very much. If for the participants of our previous training on fecal sludge management, if you like to stay and connect, if anyone wants to connect with other stakeholders here, you're welcome to stick around for a bit. We will close this room at 7. And otherwise, thank you so much for being here today. Maybe if we can take a moment to switch on the cameras and take a screenshot and say thank you to all of you as faces. Okay, I'll go 1, 2, 3, and then everyone can smile. Okay. 1, 2, 3. Excellent. Thank you. Thank you so much to Alain and Nathalie for being with us here today, for the information. There's actually hi, Jan. There's actually a couple of resources already available online. This isn't a completely new project, but we're so happy to have this update and to hear that it is still operating successfully. So thank you so much to Alain and Nathalie for being with us today. Thank you. Thank you. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bye. Thank you, everyone. Thank you.